Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer de par le monde. Bienvenue dans ce journal. Le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil PARCA a procédé au lancement officiel d'une opération de transfert monétaire adaptative au profit de 22 000 ménages vulnérables ciblés ce 17 août à l'école annexe d'Ardeb Djumal dans la commune du 3e arrondissement de la ville de N'Djamena. Objectif, soutenir à faire face aux conséquences socio-économiques de la pandémie du Covid-19. Suivez ce reportage pour les éclairages. Cette opération consiste en un transfert unique d'un montant de 120 000 francs CFA par bénéficiaire payable une seule fois. L'opération bénéficiera à 22 000 ménages dans les 10 communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena. Le montant global mobilisé pour cette aide financière est environ de 3 milliards de nos francs dans le but de protéger les ménages les plus touchés par les mesures contre la pandémie du coronavirus. Le gouvernement tchadien a décidé, en partenariat avec la Banque mondiale, de répondre rapidement et massivement aux impacts économiques, a déclaré Issa Doubrain, ministre de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale. Le jour J est arrivé. L'attente a été certes longue, mais le moment de soulagement pour beaucoup de ménages de la capitale a effectivement sonné. C'est pour moi un très grand plaisir de voir ce soir la concrétisation de cet appui sur lequel le gouvernement a énormément misé pour venir en aide directe à une partie de la population de N'Djamena, victime concomitamment des effets de la Covid-19 et des inondations séquentielles. En effet, le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, est confronté depuis mars 2020 à la crise sanitaire et socio-économique liée à la pandémie de coronavirus. Cette situation a été accentuée par la recrudescence de cette pandémie en décembre 2020, particulièrement dans la ville de N'Djamena. Les impacts socio-économiques prévisibles des mesures sanitaires appellent une réponse rapide et massive du gouvernement de la République du Tchad pour protéger les ménages les plus touchés et maintenir l'équilibre de l'agrégat macroéconomique. Cette crise sanitaire met tous les ménages dans une situation de précarité prolongée et affecte négativement les maigres ressources financières issues en grande partie du secteur informel, mais permettant d'assurer leur consommation alimentaire au quotidien. C'est dans ce contexte que le programme d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil, en abrégé PARCA, a activé les transferts monétaires adaptatifs non conditionnels pour appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. La cérémonie du lancement, sous le haut patronage du Premier ministre Pahimi Padaké Albert, s'est déroulée à l'école annexe d'Ardeb Djumal dans la commune du 3e arrondissement de N'Djamena. Plusieurs personnalités politiques, diplomatiques ainsi que les bénéficiaires étaient présents. Le PARCA est un financement de l'Association internationale de développement IDA sous forme de dons d'un montant de 145 millions de dollars pour soutenir le Tchad à renforcer la prise en charge des réfugiés et des communautés d'accueil à travers l'amélioration de leur accès aux services sociaux de base et aux moyens de subsistance. Retenez que le projet PARCA couvre 7 provinces. Lançant officiellement le dit projet, le Premier ministre de la transition, chef de gouvernement Pahimi Padaké Albert s'est réjoui en signalant que le projet vient à point nommé et que c'est un exemple réussi entre le gouvernement et la Banque mondiale. Suivez un extrait de ce propos au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Ce programme en faveur des couches les plus vulnérables et impactés par la pandémie de Covid-19 dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil PARCA s'inscrit intégralement dans la politique sociale du gouvernement de transition et traduit la vision stratégique du président du Conseil militaire de transition. Cet appui qui arrive à point nommé permettra aux 22 000 ménages bénéficiaires de toutes les 10 communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena de faire face non seulement aux effets socio-économiques de la crise sanitaire de Covid-19, mais aussi d'apporter une réponse appropriée à leurs difficultés
activités en cette période de soudure. C'est ici le lieu d'exprimer toute la satisfaction du gouvernement par rapport à la mise en œuvre du PARCA, qui est un programme multisectoriel et un instrument de politique sociale de notre pays. Le PARCA est un exemple réussi de partenariat entre le gouvernement de la République du Tchad et la Banque mondiale. Nous saisissons également cette opportunité pour saluer la contribution du gouvernement britannique qui permet aujourd'hui de réaliser cette activité de transfert monétaire adaptatif à N'Djamena. Cependant, malgré son rôle important dans la facilitation de l'accès aux services sociaux de base, d'amélioration des conditions de vie des populations pauvres, ainsi que de leur résilience et le renforcement des systèmes nationaux de protection sociale, le PARCA reste limité à 7 provinces sur les 23 que compte notre pays en raison des conditionnalités de la Banque mondiale liées aux réfugiés et aux ressources. Il faut noter que le Tchad est confronté à plusieurs défis relatifs au changement climatique, à l'afflux constant des réfugiés venant des pays voisins et à l'insécurité climatique, à l'insécurité liée au terrorisme, j'allais dire, qui amenuise les moyens d'existence des populations et crée un flux important de déplacés internes. Fort de cette donne, le gouvernement de la République du Tchad lance un appel à l'endroit de la Banque mondiale et de l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des ressources supplémentaires en faveur du PARCA afin d'étendre les filets sociaux sur l'ensemble du territoire. Enfin, permettez-moi de renouveler mes remerciements à vous tous pour avoir honoré de votre présence cet événement. J'en profite pour féliciter l'équipe conjointe du gouvernement, conduite par le ministère de l'économie et de la planification du développement et de la coopération internationale et de la Banque mondiale pour l'excellent travail effectué pour la préparation et la mise en œuvre du PARCA. En invitant les 22 000 ménages bénéficiaires du programme à faire un usage rationnel de cet appui de 120 000 francs CFA, je déclare officiellement lancer les transferts monétaires adaptatifs dans les 10 communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena. Le bureau de soutien au mouvement patriotique du salut MPS de la commune du 8e arrondissement de la ville de N'Djamena a organisé une cérémonie de rentrée politique et d'installation de ce membre ce 17 août 2021 au siège du conseil du parti dans la dite commune. Donacera Kindag était sur place suivant ce reportage. La redynamisation est le thème choisi pour la rentrée politique des militants et militantes du mouvement patriotique du salut et la présentation des membres du bureau politique national campagne du 8e arrondissement ont fait l'objet d'une cérémonie organisée par la dite commune. C'était en présence des membres militants, secrétaires, maires, délégués et des chefs de carré. Après les mots de bienvenue du comité d'organisation et ses remerciements pour la présence de tous les membres, il a demandé à Dieu de consoler le cœur des militants et militantes suite au décès du maréchal. Tour à tour, la présidente nationale of MPS, Mme Mariam Djimé Ibed, le secrétaire conseiller communal Abadida Mamad ont remercié les militants et militantes du 8e arrondissement pour leur mobilisation lors des élections et pour leur présence massive dans toutes les cérémonies avant d'inviter tous les jeunes à soutenir le président du conseil militaire de transition. Le secrétaire chargé des organes de masse 3e adjoint M. Baradine Haroun a quant à lui signalé que la politique du MPS repose sur le 8e arrondissement. Il leur demande de soutenir le président du conseil militaire de transition afin de préparer les élections à venir. La politique du MPS dans le 8e arrondissement repose sur vous en tant que membre du bureau politique national
et vous êtes l'ambassadeur du 8e arrondissement auprès du bureau politique national. Sachez aussi que le MPS est debout. Le MPS sur les deux pieds malgré la disparition tragique de son président fondateur, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Il est impérativement demandé à tous les militantes et militants de prêter une main forte à la nouvelle équipe dirigeante du MPS et au-delà au CNT. Se préparer résolument pour les présidentielles, les législatives et les locales à l'avenir. Pour clôturer la cérémonie, les membres du bureau ont visité les sièges en construction du conseil du mouvement patriotique du salut, financé à 100% par le militant Mohamed Ahmad Sinin. Un ouf de soulagement pour les diplômés sans emploi depuis quelques jours. Ce dernier déposent leur dossier, semblerait, pour une intégration collective. Ceci se déroule au sein de la bourse de travail. Suivez leurs explications. Ils sont au micro, notre reporter Moussa Mohamed. Nous sommes ici pour le recensement des diplômés sans emploi. C'est depuis 2 semaines qu'on a commencé ce travail. Normalement, on devait prolonger pour 2 semaines. C'est que les gens n'ont pas compris. Ils pensaient que c'est la fin aujourd'hui. Pourtant non, le recensement, on doit prolonger encore pour 2 semaines. Et pour la journée d'aujourd'hui, nous pensons qu'on est débordé. Et alors, momentanément, on a suspendu. Si le calme revient, on va recommencer. Effectivement, on va recenser tous les diplômés sans emploi, sans exception. Qu'ils soient du privé, public, tous ceux qui ont étudié ailleurs, on prend tout le monde. Pas de dossier. On veut seulement les dossiers, photocopie d'acte de naissance, le CV et puis le dernier diplôme. On est venu ici pour chercher le travail et pour l'intégration aussi. Il y a beaucoup de jeunes chômeurs ici, mais il n'y a pas l'emploi, je ne sais pas c'est qui ou quoi. C'est pourquoi on est venu ici pour chercher l'intégration. On nous a demandé de licencier. C'est-à-dire le copie de naissance et l'original du diplôme. Après, on doit vérifier. Et puis si c'est correct, là, on doit intégrer la personne. On est là parce qu'on nous a dit qu'il réceptionne les dossiers ici pour diplômer nos employés. Donc, ça, on a venu avec le dossier comme tous les autres. Tout ce qu'on avait écouté, c'est qu'il faut déposer une photocopie de diplôme, le CV et une copie d'acte de naissance. C'est ce qui est fait. Actuellement, on est un peu dessus. Le fait que les dossiers ont été collectés parce qu'il y a assez de monde. Maintenant, ils disent qu'il faut reprendre les dossiers parce que tout ce qui a été collecté et déposé, là, ils ne vont pas tenir compte. On est un peu dessus. La motivation ici, c'est pour le recensement des diplômés sans emploi. On a commencé depuis le 2. Et normalement, c'était aujourd'hui le 16 quand nous devrons finir. Et vu le nombre de jour en jour qui augmente, c'est comme ça qu'on a prolongé pour 2 semaines. Bon, les procédures, c'est les mêmes procédures. Hein. C'est le photocopie de diplôme, dernier diplôme, et en plus le CV et l'acte de naissance. Et nous sommes là, on vérifie aussi, parce qu'on a détecté à peu près aussi presque 100 faux diplômes. Et c'est ça notre travail qu'on a en train de faire. Mais pour la journée d'aujourd'hui, on est envahi carrément. Très tôt, vous-même vous avez constaté, l'engouement est là. Et ça nous a perturbé, on n'a pas pu travailler. C'est pour cela que nous avons arrêté momentanément pour reprendre ça demain. Les inondations en N'Djamena, on n'en parlera jamais assez. Quelques quartiers déjà inondés. Suivez ce commentaire pour les éclaircissements. Cette situation laisse personne insensible. Des routes bloquées, des maisons écroulées. La population ne sait à quel sein se vouer. Dans les arrondissements où nous sommes rendus, le constat reste les mêmes, très alarmant. Pour certains usagers, ceci est un problème crucial qui mérite d'être résolu le plus vite possible pour éviter d'autres drames, à savoir les maladies et d'autres soucis encore. Certains chefs de carré signalent même que les communes envoient des volontaires et matériels sur le terrain, mais sans suivi approprié. À qui la faute? C'est tristement mémorable de voir la ville de N'Djamena les pieds dans l'eau. Interrogés sur ce sujet, certains responsables de communes signalent que c'est un phénomène naturel et cela dépasse leur entendement, mais ne doivent-ils pas s'apprêter en attendant les saisons de pluie, en curant les caniveaux pour éviter l'eau le moment venu? Cette question mérite des réponses. Et parlant des inondations, justement, mesdames et messieurs, beaucoup d'usagers se plaignent de l'axe derrière le marché à 1000, toujours rempli de déchets et d'eau sortie des canaux. Suivez les explications d'un habitant du secteur. Il est au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Bonne question que nous cherchons pendant des jours.
Ces problèmes-là, c'est un problème facile à régler. Mais la mairie centrale, elle envoie les gens, ces gens qui ont gagné le marché là, ils creusent le caniveau. Le caniveau de l'autre côté, il y a une vis qui relie ces centrales-là. Là-bas, quand ils creusent, ils n'arrivent pas au fond, ils laissent. Et ici, c'est bouché. Quand c'est bouché, de l'autre côté, il ne pourra pas descendre sur le caniveau central. Donc, ça inonde le goudron. À chaque fois, vous voyez, le directeur sortant du marché, il a collecté chez les commerçants chaque boutique selon la quantité de boutiques. Si elle est grande, 25 000, si elle est une petite, 5 000 francs. Pour drainer cette eau, il n'a rien fait. La mairie a envoyé des gens. Nous, on les a dit que nous sommes des habitants d'ici, on connaît le problème. Le problème, c'est les vis qui relient le centre qui est bouché. Maintenant, il faut enlever la terre et trouver le fond. Ils refusent de faire. Ils touchent un peu, ils partent. Et ils paient mal ceux qui entrent et qui crient le caniveau. À chaque fois, moi, je m'approche d'eux, je les demande. Pourquoi vous n'allez pas trouver, pourquoi vous ne trouvez pas la solution à ces problèmes? Nous, quand on fait ce travail, ils nous payent 100 000 francs pour une semaine, 2 semaines. 10 personnes, 20 personnes, on le paye 100 000 francs. Regardez, est-ce qu'il y a eu sérieux dans cette affaire? Donc ce caniveau est devenu une vache laitière pour les agents de la mairie. Ceux qui prennent même le contrat, c'est devenu une vache laitière. Ils viennent acheter un groupe électrogène pour tirer de l'eau. 2-3 jours, ils changent, ils viennent avec des voitures, ils se font des gros dos, ils parlent mal. Donc, tant que le gouvernement ne met pas l'œil sur ça, là, le problème ne peut pas résoudre. Et dans 2-3 ans, ce goudron sera dégradé. Le goudron est en train de casser quoi? Chaque fois que le goudron est mouillé, ce n'est pas une mer, c'est pas une mer. C'est pas un margot et non un fleuve, c'est un goudron. Donc il doit être sèche. Donc eux, à chaque fois c'est leur problème. Ils viennent là, ils changent les chefs d'unité, ils changent les directeurs. Non, c'est pas ça le problème. Le problème c'est de curer les caniveaux. Mesdames et messieurs, il faut savoir que les responsables du marché à Mille refusent de se prononcer sur ces sujets malgré nos multiples tentatives. Autre chose, à présent, communément appelé Gondia, les friperies, on en parle aujourd'hui avec Zenaba Dogo, Clémence. Ici, nous sommes au marché central d'Ndiamena dans la commune du 3e arrondissement, section vente friperie. Ces habits venant généralement de l'Europe sont portés par bon nombre de Tchadiens. À la question de savoir pourquoi préférez-vous les friperies au détriment des prêt-à-porter, quelques clients répondent. On préfère le choix à la friperie parce que ici c'est moins cher et on trouve des bonnes choses ici. Là-bas c'est chinois et ici on trouve des bonnes choses et c'est moins cher. C'est une jolie question, mais moi je trouve les friperies très favorables par rapport aux boutiques. C'est une chose que je valorise trop et c'est pas seulement à cause du prix, mais c'est une chose que je remarque à cause de la valeur, de la dureté aussi. C'est ça. Vraiment, c'est à cause du prix ici, c'est abordable par rapport à mes moyens. C'est vrai que les boutiques sont un peu chères, donc je fais juste par rapport à mes moyens actuellement. Et c'est aussi vrai que les fruits passent bien, moins cher, abordable et c'est si joli. On ne peut pas se comparer ça à la boutique. C'est un peu ça qui me plaît, la friperie. Surtout j'ai une préférence particulière pour les friperies parce que d'abord la friperie, si tu portes, d'abord tu es la seule à monter passer dans les 20 ans tu portes, tu vas trouver le même modèle la qualité, il y a un rat. Donc quand tu vas trouver c'est presque une dizaine de personnes qui vont porter la même chose. Parce que la friperie, tu as la chance de trouver une qualité dont tu n'en trouves pas ailleurs. Comme toute chose a des conséquences, ces habits peuvent aussi avoir des risques sanitaires.
Quelques consommateurs soulignent ici les conditions d'utilisation avant la portée de ces friperies. Quand on prend, on lave ça avec de l'eau de javel et avec de l'eau chaude. On fait que ça très bien avant de les porter. Non, parce que moi, quand j'achète, première des choses, je lave ça. Oui, j'avilisse, je lave ça bien, et puis je sèche, et puis je porte pas ça directement. Quand j'achète comme ça, je rentre d'abord, je le lave d'abord, c'est la première chose. Pour la laver, je passe au passage, Moi, particulièrement, quand j'achète, je viens acheter un parenthèse, je mets dans les détergents, je lave pour l'odeur, la sauce d'abord, après je repasse. Même s'il y a des micros, je repasse pour faire tuer ces micros. Je ne prends pas directement, il faut acheter. Plus loin, au sujet de la différence entre les prêt-à-porter et les friperies, ces consommateurs trouvent en cela la qualité et la durabilité de ces habits. Prêt-à-porter d'abord c'est bon, mais c'est très cher. Tandis que les friperies, la même chose, les mêmes choses qui se trouvent dans les classes, tu peux avoir la chance de à moins de, par exemple, dans les fêtes, on peut vendre ça par exemple à 12 500, 15 000. C'est d'abord sur le plan économique. Moi, ma comparaison est, moi, je trouve les friperies très durables par rapport aux boutiques. Les gants et celui-ci, par rapport à la friperie, parce que la friperie, c'est d'abord un choix, un deuxième choix, un troisième choix. On ne sait pas vraiment comment les personnes apporter. Et pourtant, la friperie, c'est quelque chose d'élégant. Ça paie quand tu portes ça, quand tu partis dans les occasions de fête. Pourtant, ça, c'est juste pour la maison, tous les amants. C'est cette différence que j'ai fait. À ce sujet, un grossiste rencontré sur place nous parle de la préférence des friperies par rapport au prêt-à-porter. Vous savez que la friperie, comme on appelle Gonja ici, la friperie est à la portée de tout le monde, mais surtout à la portée de comment on dit ça, c'est surtout à la portée de la classe basse. Vous voyez, des personnes qui n'ont pas assez de moyens pour se rendre dans les prêt-à-porter. Je vais vous dire une chose, même les propriétaires de prêt-à-porter viennent souvent en prendre chez nous. Parce que nous, la friperie, ce sont les habits originaux. Bien sûr, c'est la friperie, mais ce sont des habits originaux déjà utilisés. Mais il y a aussi des premiers choix dans les friperies, des habits neufs, de fin de série. Parce que tout ça, ça vient de l'Europe. Donc c'est des habits originaux. Par contre, les prêt-à-porter, eux, ils vendent souvent des habits chinois, des habits de la Turquie, mais qui ne sont pas des originaux, quoi. Vous voyez? Ce qui fait que même des messieurs, souvent en ville, dans des bureaux, ils viennent ici, ils viennent là, chez les détaillants, chez nos détaillants, s'approvisionner. Oui, donc c'est un peu ça. Donc il n'y a pas de concurrence entre les prêt-à-porter et les vendeurs de friperie parce que chacun trouve son compte. Notons que tous les consommateurs interrogés parlent de la qualité et la durabilité de ces habits. Et ceci peut être à la portée de tout le monde. Et contribue aussi sur le plan économique des familles. Et pour boucler ce journal, amis téléspectateurs, on va parler de la salade, aussi appelée lectu, avec l'intervention de Hawa Dimebit. Laitue cultivée est une plante herbacée appartenant au genre Lactuca de la famille des Astéracées, largement cultivée pour ses feuilles tendres consommées comme légumes, généralement crus en salade. L'appellation laitue dérive du latin lactuca, qui rappelle aussi la présence dans cette plante d'un latex blanc caractéristique du genre. Laitue est une plante annuelle avec deux phases distinctes. La phase végétative formant une pomme plus ou moins fermée est le stade utilisé pour la consommation, et la phase reproductrice au cours de laquelle la tige principale s'allonge aboutit à la floraison et à la production des semences. Riche en vitamines et des minéraux, notamment la vitamine B9 et folique indispensable au renouvellement cellulaire, à la protection cardiovasculaire, aux troubles de l'humeur et de la mémoire, et contient
contient de la vitamine C nécessaire aux défenses immunitaires. Côté minéraux, elle abrite surtout du calcium et du fer. À consommer avant ou après le repas, mais il est bénéfique de commencer ses repas par une salade pour le contrôle de la satiété, pour le rassasiement, pour les apports en fibres. Avec les fibres, on peut bien contrôler son cholestérol, réguler sa glycémie, donc d'un point de vue santé et notamment santé cardiovasculaire. Manger une portion de salade par jour est une bonne chose. Et c'est avec cet élément de Hawadi Meibet que se referme ce journal, amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis de par le monde. Prenez soin de vous et à très bientôt.